La vie au Moyen Âge entre le 5e et le 15e siècle était difficile. Bien avant la découverte de la pénicilline, les gens acceptaient que la mort allait les frapper plus tôt que tard. Autour des 10e et 11e siècles, au milieu de cette période, les changements au sein de la société ont commencé à prendre de l'élan. Au Proche-Orient et à travers l'Europe, les taux de natalité augmentaient et les populations grandissaient. Il n'y avait pas seulement une augmentation de la migration entre les pays, mais aussi un mouvement des zones rurales vers les zones urbaines. Les villes sont devenues des cités alors qu'elles s'agrandissaient pour accueillir plus de personnes, ce qui a entraîné des problèmes de surpopulation, la pauvreté et la saleté. C'était un mal qui touchait l'ensemble de la société médiévale, aussi bien les riches que les pauvres. Les villes, les cités et même les zones rurales étaient sales. L'hygiène et la santé publique étaient totalement absentes. Et il faudrait des années avant que des choses comme les bactéries et les antibiotiques ne soient découvertes. La plupart des maisons avaient des sols recouverts d'argile blanche et de jonc qui étaient parfois changés, bien que la couche inférieure soit généralement laissée intacte, parfois pendant plusieurs années, dissimulant crachats, vomissements, urine de chiens ainsi que d'humains, déversements de bière et restes de viande et de poisson. Et l'extérieur n'était pas beaucoup mieux. Les rues étaient des égouts à ciel ouvert. Les excréments, les déchets et les carcasses d'animaux étaient jetés dans les rivières, empoisonnant l'eau. Des rongeurs porteurs de maladies tels que les rats et les souris prospéraient dans ces environnements, qui étaient des conditions parfaites pour la reproduction des bactéries. L'infection s'est propagée rapidement et il n'y avait pas de vaccination contre elle, pas de remède et pas de défense contre la misère qu'elle pouvait infliger aux habitants de le Royaume-Uni médiéval. La maladie est devenue le plus grand ennemi de l'homme, car il était presque impossible de l'éviter. Retournons dans le temps et examinons certaines des pires maladies à attraper pendant le Moyen Âge. Bienvenue à la folie médiévale. Le feu de Saint-Antoine était une présence constante tout au long du Moyen Âge. Aussi connu sous le nom d'ergotisme, il est provoqué par l'ingestion de seigle contaminé, provoquant un empoisonnement par l'ergot. Il porte le nom du moine bénédictin Saint-Antoine, qui offrait de l'aide aux victimes. Le feu fait référence à la sensation de brûlure que les victimes ressentaient dans leurs mains et leurs pieds. Provoqué par un moule qui pousse sur le grain de seigle, l'ergotisme présente deux caractéristiques: la gangrène dans le type chronique et les convulsions dans la version aiguë de la maladie. Les symptômes comprennent des crampes musculaires, de l'insomnie, des nausées, de l'agitation et des plaies. Une sensation de brûlure est causée par la restriction du sang vers les extrémités, de sorte qu'à des stades ultérieurs, la gangrène s'installe, provoquant d'abord la chute des doigts et des orteils, puis des mains et des pieds. Les personnes touchées peuvent sembler folles en raison d'hallucinations et de convulsions, et cela pourrait expliquer les épidémies de danse qui ont eu lieu entre les XIVe et XVIIe siècles. Les épidémies de la maladie se sont produites par vagues, et en 994 après Jésus-Christ, une épidémie en France a causé la mort de 20 000 à 40 000 personnes à travers le pays. Parce que l'Église avait déclaré que la maladie était le résultat du péché, beaucoup ont associé les symptômes de l'ergotisme à une porte vers l'enfer. Si elle est mal stockée, le grain de seigle peut devenir humide et développer le champignon. Mais à ces époques de pauvreté et de faim, manger du grain contaminé semblait souvent une meilleure alternative que de mourir de faim. Parfois, le grain suspect était délibérément donné aux prisonniers. Cela rendrait leur urine très acide et particulièrement utile pour le processus de tannage. Les prisonniers qui étaient nourris avec le grain contaminé finiraient par mourir d'insuffisance rénale. Dans les années suivantes, les historiens ont débattu pour savoir si l'empoisonnement par l'ergot était responsable des hallucinations des jeunes filles dont les accusations ont conduit au procès des sorcières de Salem et à l'empoisonnement de masse à Pont-Saint-Esprit dans les années 1950. Maintenant associée à une stigmatisation d'impureté et de décadence, la lèpre était l'une des maladies les plus notoires du Moyen Âge.
Elle est devenue connue sous le nom de mort vivante, mais beaucoup croyaient que la souffrance des lépreux était similaire à celle du Christ, et parce que ceux qui étaient frappés enduraient le purgatoire sur terre, on pensait qu'ils étaient plus proches de Dieu et qu'ils iraient directement au ciel lorsqu'ils mourraient. La lèpre est causée par une bactérie qui pénètre dans les poumons. On l'attrape généralement en inhalant des gouttelettes lorsqu'une personne infectée a toussé ou éternué. Une fois installée dans les poumons, elle se propage à d'autres parties du corps. Les bactéries affectent les os du visage, en particulier la zone nasale, et l'infection peut endommager la peau et les yeux. Elle peut également altérer le système nerveux autonome du corps, amenant les personnes atteintes à perdre leur sens du toucher. Tout dommage subi aux doigts et aux orteils peut passer inaperçu et devenir infecté et ulcéré. Une fois que la corruption des mains et des pieds est établie, le cartilage à l'extrémité des doigts et des orteils peut commencer à être absorbé par le corps, de sorte qu'ils deviennent de plus en plus courts, et la peau autour d'eux se contracte. La lèpre n'est pas mortelle, mais elle affaiblit considérablement le système immunitaire, de sorte que le malade est plus susceptible de mourir d'autres maladies, comme la diphtérie ou la tuberculose. C'est pourquoi la lèpre est connue comme la mort vivante. Elle ne vous tue pas réellement. En fait, vous pourriez avoir la maladie pendant des années et mourir d'autres complications. Au XIe siècle, le problème de la lèpre est devenu si grand dans et autour des villes européennes que des hôpitaux spéciaux ont été construits. Ils sont devenus connus sous le nom de léproseries. La plupart des malades étaient heureux d'être soignés dans ces endroits. Ils étaient bien nourris et ils avaient un aumônier qui disait des prières pour eux et les préparait à la mort. Beaucoup voyaient leur propre souffrance comme un moyen de faire pénitence pour leurs péchés, leur donnant une meilleure chance d'entrer au paradis. Les léproseries étaient souvent financées par de riches nobles qui voulaient être tenus en haute estime pour leur philanthropie. C'était aussi un moyen de faire prier le clergé pour leurs âmes. L'espérance de vie était très faible pendant le Moyen Âge, et donc l'Église offrait une vision réaliste mais positive de la façon dont une vie devrait être menée. Une bonne vie et une confession des péchés garantiraient une place au paradis. En fait, au XIIIe siècle, le 4e concile du Latran stipulait qu'avant qu'un médecin puisse même traiter un patient, celui-ci devrait d'abord être absous de tous ses péchés. C'était parce que la maladie ne pouvait pas être guérie à moins que Dieu ne pardonne d'abord les péchés qui l'avaient causés. Il semble que la variole était répandue en Asie dès le 1er siècle, mais ce sont les soldats revenant des croisades qui ont propagé la maladie en Europe au cours des XIe et XIIe siècles. C'est une maladie infectieuse qui a maintenant été éradiquée mondialement. Bien que la maladie présentait un risque de décès inférieur à celui d'autres maladies médiévales, elle était néanmoins dévastatrice pour les personnes atteintes et avait un taux de mortalité de 30%, avec des taux encore plus élevés chez les bébés. Les symptômes initiaux comprenaient des vomissements et une forte température suivie par l'apparition d'ulcères dans la bouche et une éruption cutanée sur la peau. Au fil de plusieurs jours, l'éruption se transformait en cloques remplies d'un liquide. Les cloques finiraient par tomber, laissant des cicatrices inesthétiques. Certains souffrants sont devenus aveugles. La variole avait de nombreux noms, tels que le monstre tacheté et la peste rouge. Elle a été plus tard nommée variole, pour la différencier de la maladie vénérienne syphilis, qui est devenue connue sous le nom de la grande vérole. Certains historiens pensent que la syphilis a été apportée en Europe depuis le Nouveau Monde, après les voyages de Colomb. La première épidémie enregistrée a eu lieu lors du siège de Naples en 1493, bien qu'elle aurait pu exister avant cela. À Naples, les troupes françaises ont été les premières à souffrir de la maladie. C'est pourquoi les Italiens l'ont appelée la maladie française. Les personnes atteintes avaient douloureuses pustules vertes sur leur corps de la tête aux genoux. La chair tombait de leur visage. La miction devenait si douloureuse qu'il arrivait parfois qu'une tige métallique soit insérée par l'urètre et dans la vessie. Finalement,
La victime devenait folle et la mort survenait dans les quelques mois. La syphilis s'est propagée, devenant une épidémie, et a tué jusqu'à 5 millions de personnes. Cependant, après environ 50 ans, les symptômes de la syphilis sont devenus beaucoup moins dévastateurs. Cela a rendu les porteurs moins faciles à reconnaître et a aidé à sa propagation. La plupart des personnes qui tombaient malades au Moyen Âge étaient soignées par leur propre famille, jusqu'à ce qu'elles se rétablissent ou meurent. Les nobles fortunés pouvaient employer un médecin à plein temps pour s'occuper d'eux. La connaissance médicale reposait sur la superstition et l'alchimie. La plupart des médecins diagnostiquaient toute maladie comme un déséquilibre des humeurs. La santé, alors, était basée sur l'idée des 4 humeurs étant le sang, le flegme, la bile noire et la bile jaune. Si ces 4 étaient déséquilibrés, cela provoquerait une maladie, donc un médecin aurait pu vérifier l'équilibre humoral d'un patient en vérifiant son pouls ou en regardant son urine. Les premiers traitements pour la syphilis comprenaient des bains de vin ou d'huile d'olive, l'utilisation de laxatifs ou la saignée. On pensait que la saignée et la cautérisation étaient un moyen d'équilibrer les humeurs. On pensait que la phlébotomie était plus précise que les sangsues, bien que leur utilisation était assez courante. Des incisions spécifiques pouvaient localiser une veine mieux qu'une sangsue, donc des couteaux ou des lancettes étaient utilisés pour couper différentes veines en fonction de l'état du patient. La cautérisation était souvent utilisée pour arrêter les saignements au Moyen Âge. Elle était couramment utilisée dans l'extraction dentaire. Un couteau ou un autre morceau de métal était chauffé à haute température sur un feu, puis appliqué sur la plaie. Cela coagulerait rapidement le sang et arrêterait le saignement, bien qu'il y ait souvent des dommages tissulaires importants pendant la procédure. Parfois, la cautérisation était utilisée comme traitement pour les maladies mentales. Dans ce qui est considéré comme le premier cas de guerre biologique, les forces mongoles ont catapulté des cadavres infestés de peste dans la station de commerce italienne de Kafir fin 1347. Cela a déclenché la pandémie la plus dévastatrice de l'histoire humaine. En octobre de cette année-là, 12 navires transportant des marchands italiens de la mer Noire ont accosté au port sicilien de Messine. La plupart des marins étaient déjà morts. Ceux qui étaient encore en vie souffraient. Leurs corps couverts de furoncles noirs qui suintaient du sang et du pus. Les navires de la mort ont été rapidement renvoyés en mer, mais il était trop tard. La maladie a été transmise par la morsure de puces et de rats infectés et a été transportée sur d'autres navires marchands à travers le globe. Bien sûr, l'Europe médiévale avec ses villes et villages insalubres et surpeuplés était l'endroit idéal pour que la bactérie de la peste se multiplie et se propage. La bactérie commencerait alors à attaquer les ganglions lymphatiques dans le corps. Des ecchymoses noires apparaîtraient sous la peau et des gonflements remplis de pus appelés bubons se développeraient sous les aisselles, dans le cou et dans les zones de l'aine. Ces marques noires ont donné leur nom à l'infection. Alors que la maladie prenait de l'ampleur, d'autres symptômes incluaient l'essoufflement, une fièvre intense et la putréfaction de la peau. Bientôt, le corps perdait le contrôle de sa fonction musculaire et commençait à avoir des spasmes incontrôlables. Cela pouvait être suivi par des vomissements continus de sang, une défaillance d'organes et un coma. C'était une mort lente et tortueuse. Il est probable que 70% des victimes sont mortes dans les 5 jours suivant la contraction de la peste. Avec le temps, la maladie a muté et est devenue une souche maintenant connue sous le nom de peste pneumonique qui affectait les poumons. Cela est devenu aéroporté, faisant disparaître la petite chance de survie qu'ils avaient. 100% de ceux qui ont attrapé la forme pneumonique de la maladie sont morts. Sur une période de 5 ans, la peste noire a tué plus de 200 millions de personnes. C'est presque un tiers de la population de l'Europe actuelle. Le Royaume-Uni a perdu à elle seule la moitié de ses habitants. Une conséquence qui a eu lieu après la peste noire a été une pénurie considérable de main-d'œuvre, et pour ces paysans médiévaux qui avaient survécu,
Il y a eu une amélioration considérable de leur salaire, conditions de travail et niveau de vie. Les taxes ont diminué, et en raison d'un excès d'offres de biens, leur prix a également baissé. Au fil des ans, les archéologues ont découvert plusieurs fosses communes qui ont été utilisées pour enterrer les victimes de la peste noire. Un enterrement individuel décent était très valorisé dans la société médiévale, ce qui ne fait que montrer à quel point ils étaient mal préparés lorsqu'ils étaient confrontés au nombre dévastateur de personnes à enterrer et au manque de personnes capables d'accomplir cette tâche. Bien qu'il existe maintenant des antibiotiques pour traiter la peste, il y a encore entre 1000 et 3000 cas chaque année dans le monde. La peste noire n'était pas la seule maladie à causer des ravages pendant le Moyen Âge. La sueur anglaise a également fait des milliers de victimes. Juste au début du règne d'Henri VII, cette nouvelle maladie a commencé à se propager à travers le Royaume-Uni. Elle aurait pu être apportée de France par l'armée d'invasion d'Henri Tudor, mais il n'y a aucun rapport indiquant qu'elle ait affecté ses troupes ou ses mercenaires. Néanmoins, seulement 3 semaines après la bataille de Bosworth Field, l'infection a commencé à se propager de manière incontrôlée à Londres, tuant des milliers de personnes et causant la panique. L'aspect le plus effrayant de la maladie était sa capacité à tuer avec une telle rapidité. Il y avait plusieurs rapports de personnes tombant soudainement mortes dans la rue. Cela a commencé par une fièvre intense, des douleurs au cou, aux épaules et aux membres. Ensuite, il y avait des douleurs abdominales et des vomissements. Cela a été suivi par une phase de transpiration abondante. La mort a été rapide après l'essoufflement, les douleurs thoraciques et les palpitations. Bizarrement, la maladie semblait affecter particulièrement la haute société anglaise, surtout les jeunes hommes riches. Les nourrissons et les personnes âgées semblaient être immunisés, tout comme les étrangers vivant en Royaume-Uni. Ceux en Écosse, au pays de Galles et en République d'Irlande n'étaient également pas affectés. De nombreux jeunes Anglais ont fui vers ces pays pour éviter la maladie, mais sont morts là-bas quand même. Il y a eu de nombreuses théories sur ce qui a exactement causé la sueur maladive, y compris la grippe et l'anthrax. La cause exacte de l'infection et les raisons pour lesquelles elle a agi de manière si étrange restent un mystère. Le virus étrangement nommé maladie de l'eau, ELF, a fait développer aux victimes des taches rouges qui démangent, fièvre, ongles noircis, fatigue et yeux larmoyants. On pensait qu'elle avait été causée par la sorcellerie, soit par un sort, soit par un coup de couteau d'une sorcière. Au Xe siècle, un remède consistait à prendre un mélange de 13 herbes, à les placer dans un récipient et à les mettre sous un autel. 9 messes devaient être chantées sur le récipient d'herbes, qui devait ensuite être bouilli dans du beurre, graisse de mouton et sel. Une fois cela filtré et les herbes jetées dans un ruisseau, le baume résultant devrait être étalé sur les yeux, le front et toute autre partie du corps affectée. Un autre traitement recommandait d'ingérer 12 herbes et plantes différentes qui avaient été trempées dans de la bière avant de chanter un chant particulier 3 fois pour enlever la malédiction de la sorcière. La cause de cette maladie reste encore un mystère. Parmi les explications possibles figurent la rougeole, la varicelle et même l'endocardite, qui est une infection du cœur. Le mal du roi était un nom donné à la scrofule. C'est un type moins connu de tuberculose qui affecte les ganglions lymphatiques du cou, les faisant gonfler plutôt que les poumons. Le premier signe de la scrofule était l'apparition d'un gonflement indolore persistant sur le cou. La peau sur la croissance deviendrait de couleur pourpre. Au fur et à mesure que la maladie progressait, le gonflement se rompait et provoquait de grandes plaies ouvertes. Cela était accompagné de fièvre et de fatigue. Comme la maladie de l'elfe de l'eau, cette maladie avait des traitements bizarres. On pensait qu'elle pouvait être guérie par le toucher du roi. Clovis de France a été le premier souverain à qui l'on a cru avoir donné le don de guérir la maladie au VIe siècle. Au XIIIe siècle en France et au XIVe en Royaume-Uni,
Une cérémonie avait été développée. Le roi Édouard III utilisait une pièce de toucher, un type de médaille qui était donnée aux malades comme une relique sacrée. Lors du rituel original, le roi lavait la chair malade du souffrant avec de l'eau, mais Henri Tudor a arrêté cette pratique au XVe siècle. Au lieu de cela, il se contentait de poser une main sur son sujet pendant qu'un prêtre priait pour eux et leur donnait la médaille. Ceux qui n'avaient pas la chance de recevoir le toucher miraculeux d'un monarque pouvaient chercher un traitement auprès d'un guérisseur ou d'un médecin. Certains recommandaient un onguent à base de mercure. Depuis l'Antiquité, il était utilisé comme remède universel pour des maladies telles que la typhoïde, la constipation, les parasites et la syphilis. Il avait aussi beaucoup d'autres noms, comme le cinabre ou le vif-argent. Si pris sous forme de pilule, le mercure provoquerait des sueurs et des vomissements, des réactions qui étaient censées nettoyer le corps. Les effets secondaires allaient des maux de tête aux difficultés respiratoires et aux problèmes de vision, mais ils étaient souvent considérés comme étant causés par la maladie elle-même plutôt que par le traitement. Nous savons maintenant à quel point le mercure est réellement toxique. La maladie était presque impossible à éviter pour les gens ordinaires pendant le Moyen Âge, et cela a influencé les attitudes envers la vie et la mort. De toute évidence, les gens voulaient vivre le plus longtemps possible et éviter les maladies infectieuses. Ils fuyaient les épidémies quand ils le pouvaient, mais ils étaient assez tolérants envers la mort. La mort faisait très largement partie de la vie médiévale. Il y avait peu de personnes âgées autour. La plupart des enfants voyaient leurs parents mourir entre 30 et 40 ans et les grands-parents étaient une rareté. La plupart des gens au Moyen Âge étaient extrêmement religieux et n'avaient pas peur de mourir. Pour eux, la mort n'était qu'un commencement. Donc, c'est une petite sélection des maladies horribles qui étaient répandues tout au long du Moyen Âge, un rappel de la chance que nous avons d'avoir accès à la médecine moderne. Merci d'avoir regardé cet épisode de Folie médiévale, et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre.